Oleksiy Arestovitch, qui est le principal conseiller de Volodymyr Zelensky en mars 2019, et il explique que pour devenir membre de l'Alliance Atlantique, l'Ukraine devra entrer en guerre avec la Russie. Et c'est de la victoire ukrainienne, de la défaite russe, que émergera la possibilité pour l'Ukraine d'entrer dans l'Alliance Atlantique. Et Oleksiy Arestovitch, dans cette même interview qu'il donne à la chaîne ukrainienne Apostrophe, le 18 mars 2019, eh bien, il précise que cette guerre pourrait intervenir en 2021-2022. Bonjour. Nous sommes le 4 juin 2024 et je ne vous dévoile pas de grands secrets en vous disant que nous sommes actuellement dans une période troublée, marquée par une grande incertitude qui est alimentée par l'incapacité, l'incompétence à la fois de nos dirigeants et de ceux qui nous informent pour nous donner une image précise de la situation. Il en résulte une sorte de surdramatisation des faits et des événements qui crée finalement l'inquiétude, ce qui est assez évident. Or, je rappelle que pour la compréhension d'une crise, résulte la manière de la résoudre. Et surdramatisant la crise n'est pas une solution pour essayer d'y trouver des solutions. Et j'aimerais donc, avec vous aujourd'hui, revenir sur un certain nombre de points qui nous permettra peut-être de reprendre un peu confiance d'une part, mais surtout de mieux comprendre ce qui se passe. Alors ces 4 points sont, en premier lieu, le rôle de l'OTAN dans la crise ukrainienne, l'envoi de troupes occidentales en Ukraine et l'usage d'armes occidentales sur le territoire russe et de plus les attaques contre le système d'alerte lointaine russe dans le sud de la Russie à la fin mai. Alors, concernant le rôle de l'OTAN, je reviens sur un tweet qui a été fait par le ministère de la Défense britannique et qui rappelle que l'OTAN n'a jamais accepté de ne pas s'étendre. Autrement dit, l'OTAN n'a jamais promis de ne pas s'étendre. De fait, on entend fréquemment, particulièrement en France d'ailleurs, que l'OTAN avait fait cette promesse et qu'elle a rompu cette promesse. Or, ça n'est pas tout à fait exact. Oui, il y a eu une promesse que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. Oui, cette promesse a été rompue. Et non, ça n'est pas l'OTAN qui a fait cette promesse. C'est là où est le petit détail. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1990, après la chute du mur de Berlin, s'est posée la question de la réunification allemande. Et des discussions ont eu lieu entre les 4 vainqueurs de l'Allemagne de 1945, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis et l'Union soviétique. Pourquoi ces 4 pays ? Eh bien parce que ces 4 pays étaient en fait, exerçaient une autorité tutélaire sur l'Allemagne d'une certaine manière. Ils étaient puissance occupante et chacun de ces pays avait une zone d'occupation en Allemagne. Et par conséquent, la réunification allemande avait un impact sur le dispositif de ces forces occupantes. Et il y avait un impact aussi au-delà de ça, parce que l'URSS, après avoir été envahie ou attaquée par l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, puis pendant la Seconde, attaquée par les puissances occidentales d'ailleurs à la fin de la Première Guerre mondiale, l'URSS s'était aménagée avec le pacte de Varsovie une sorte de glacis qui devait constituer une zone tampon en cas d'invasion. Et un point important de ce glacis était l'Allemagne de l'Est, où étaient stationnées d'ailleurs les forces les plus puissantes de l'Union soviétique à l'époque, et l'armée est-allemande était sans doute aussi la plus performante de toutes les armées du pacte de Varsovie. Par conséquent, la réunification allemande avait un impact sur la sécurité de l'Union soviétique, raison pour laquelle dans les discussions qui ont eu lieu au début des années 90,
la Russie a demandé en échange de la réunification allemande des garanties de sécurité, notamment sur l'avance de l'OTAN vers l'Est, parce qu'on pouvait s'attendre à ce que l'OTAN, évidemment, ait d'autres membres qui s'étendent vers la frontière soviétique à l'époque. Et donc, les Occidentaux ont fourni ces garanties, mais les ont fournies de manière orale, n'ont jamais, Mikhail Gorbatchev, qui était le secrétaire général du Parti communiste soviétique à l'époque, avait eu confiance aux Occidentaux, dans la parole des Occidentaux, il n'avait pas demandé de confirmation écrite de ce, donc il n'y a jamais eu de traité, si vous voulez, ça c'est un fait. Il n'y a jamais eu de traité, il y a eu des notes, il y a eu des documents qui ont relayé et confirmé les promesses effectuées, mais il n'y a jamais eu de traité signé. Mais les promesses ont été faites. Et c'est sur la foi de ces promesses que la Russie a accepté la réunification allemande. Donc, ça, c'est un élément important de préciser. Donc, non, ça n'est pas l'OTAN qui a modifié qui a triché, si vous voulez, d'une certaine manière, mais ce sont les membres de l'OTAN. Et de fait, lorsque d'autres pays ont voulu plus tard accéder devenir membres de l'Alliance, eh bien, les puissances occidentales qui avaient donné leur promesse, qui avaient fait promesse en 1990 et entre 1990 et 1992, eh bien, ils n'ont pas tenu leur promesse et ils ont finalement accepté cette extension de l'OTAN vers l'Est. Donc, voilà un petit peu cette situation. Maintenant, évidemment, ça a un impact sur la question de l'offensive russe en février 2022. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup nous disent que c'est à cause de l'extension de l'OTAN que la Russie est intervenue en Ukraine, voyant l'extension de l'OTAN et la perspective d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui a poussé la Russie à intervenir. Alors, c'est faux. C'est tout simplement faux. La Russie a considéré effectivement que l'extension de l'OTAN était une menace pour sa sécurité. La Russie était effectivement opposée à ce que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est tout à fait juste, mais dans l'idée des Russes, c'était un problème qui devait être résolu de manière diplomatique, mais non pas par la force militaire. La raison pour l'intervention militaire est différente. Et elle a comme toile de fond, d'ailleurs, cette adhésion de l'Ukraine à l'Alliance Atlantique, mais elle n'en est pas la raison directe. Je m'explique. En 2019, après ou plutôt juste avant l'élection de Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine, on voit apparaître en Ukraine l'idée que l'Ukraine ne pourra pas être membre de l'Alliance Atlantique si elle est en conflit avec la Russie. Et de fait, l'idée que, donc là, depuis 2014, il y a une tension entre la Russie et l'Ukraine, notamment sur la question des minorités linguistiques en Ukraine. Et cette tension a pour effet que les pays de l'Alliance sont un peu, tièdes à l'idée d'accepter un nouveau membre de l'Alliance qui a déjà un conflit pratiquement ouvert avec la Russie. Par conséquent, émerge l'idée assez fantasque, mais qui est présentée par Oleksiy Arestovitch, qui est le principal conseiller de Volodymyr Zelensky en mars 2019, et il explique que pour devenir membre de l'Alliance Atlantique, l'Ukraine devra entrer en guerre avec la Russie. Et c'est de la victoire ukrainienne, de la défaite russe, que émergera la possibilité pour l'Ukraine d'entrer
dans l'Alliance Atlantique. Et Alexei Arestovitch, dans cette même interview qu'il donne à la chaîne ukrainienne Apostrophe, le 18 mars 2019, eh bien, il précise que cette guerre pourrait intervenir en 2021-2022. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais assez étonnamment, pratiquement en même temps, si vous voulez, vous avez aux États-Unis un document qui émerge, qui est un document publié par la RAND Corporation, qui est un think tank, le principal think tank du Pentagone, à vrai dire, qui, en avril 2019, crée un rapport, publie un rapport de 300 pages à peu près, qui est une stratégie pour affaiblir la Russie. Et cette stratégie utilise en réalité l'Ukraine à cette fin. Et tous les événements que l'on a vus se dérouler ces 2 dernières années, notamment l'intégration de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, ou les tensions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, eh bien, ces événements sont décrits dans cette stratégie de la RAND Corporation. Donc, on est il y a environ 6 étapes, si vous voulez, dans cette stratégie, dont les 2 que j'ai évoquées, et qui sont décrites par le menu dans cette stratégie. Mais les stratèges de la RAND Corporation précisent que si on applique cette stratégie, on affaiblira peut-être la Russie, quoique ils émettent des doutes parce qu'ils ne sont pas sûrs que notre compréhension ou notre lecture de la réalité russe soit aussi précise que ça. Mais surtout, ils disent que cette stratégie pourrait entraîner des pertes ukrainiennes disproportionnées, des pertes territoriales et des flux de réfugiés, et pourrait même conduire l'Ukraine à une paix désavantageuse. Donc, depuis 2019, on sait que utiliser l'Ukraine afin d'affaiblir la Russie est une stratégie hasardeuse qui peut conduire à la fin pratiquement de l'Ukraine, ou en tout cas à des dégâts considérables pour le peuple ukrainien. Alors, tout ça aurait pu rester des vues de l'esprit, mais en réalité, si on va un peu plus loin, on s'aperçoit qu'en mars 2021, le 24 mars 2021, en fait, eh bien, le président Zelensky émet un décret pour la reconquête, ce qu'ils appellent la désoccupation de la Crimée et la reconquête du sud du pays. Et c'est à partir de ce décret du 24 mars que l'on voit les forces ukrainiennes se mettre en place autour du Donbass, et c'est à ce moment-là, par ricochet, que les forces russes développent leur présence à la frontière ukrainienne, de l'autre côté, donc de la frontière ukrainienne. Et c'est dès ce moment-là qu'on a cette montée en puissance de part et d'autre de la frontière qui aboutira le 22 février, comme l'ont constaté d'ailleurs les observateurs de l'OSCE en février, c'est une augmentation très nette des préparatifs de combat et le début d'une préparation d'artillerie pour l'intervention russe en Ukraine. Donc c'est bien cette préparation ukrainienne pour reprendre le Donbass et la Crimée qui a conduit à la Russie à elle-même prendre les devants, si vous voulez, et faire une attaque qu'on peut appeler préemptive en l'occurrence, non pas préventive. J'emploie les termes ici, les termes américains, parce que les Français n'utilisent pas les termes dans le même sens, mais utilisent les termes américains. Donc il ne s'agit pas vraiment de prévention, mais de préemption, c'est-à-dire qu'on commence à attaquer au moment où l'autre a déjà mis les premiers éléments de son offensive. Alors, c'est important de le présenter, de comprendre les choses comme ça, parce que si la Russie avait attaqué l'Ukraine simplement parce que l'OTAN se progresse et puis simplement pour interdire à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN, eh bien,
cette intervention aurait été totalement illégale. Or, dans la situation que l'on a là, alors probablement que les Russes ont joué avec les événements, mais le fait est qu'ils ont su exploiter les événements à leur avantage. Eh bien, en fait, ils ont utilisé le principe des Nations Unies de la responsabilité de protéger pour justifier leur intervention en Ukraine. Et c'est bien les préparatifs ukrainiens qui ont permis à la Russie d'utiliser ou d'exploiter ce principe de responsabilité de protéger. Et puis, après avoir reconnu l'indépendance des deux républiques de Donetsk et de Lugansk, eh bien, la Russie a pu faire valoir l'application de l'article 51 de la Charte des Nations Unies pour venir en aide aux populations du Donbass. On peut très bien considérer ça comme un artifice, mais le fait est que c'est la manière dont ça s'est fait. Et en réalité, les Occidentaux, et notamment les Ukrainiens, ont en fait donné ces instruments à la Russie. Et il est certain qu'aujourd'hui, au-delà de la protection du Donbass, d'ailleurs qui était, je vous le rappelle, qui avait été déclarée par Vladimir Poutine le 24 février 2022, où il a situé les deux objectifs de son opération, c'est la démilitarisation et la dénazification de la menace sur les populations du Donbass, ce qui d'ailleurs confirme ce que je viens de vous expliquer. Mais cet objectif étant atteint, il est très vraisemblable que la Russie exploite son succès, alors cette fois-ci, pas seulement opératif et stratégique, mais sur le plan politique, pour contraindre ou réduire les possibilités de l'Ukraine d'entrer dans l'Alliance Atlantique. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, ce mécanisme, il n'est pas, je ne le sors pas d'une boîte. Je l'ai expliqué déjà dans mes différents ouvrages, notamment Opération Z et Ukraine entre guerre et paix, où tout ce mécanisme, y compris le petit diagramme que je vous ai montré, est détaillé de manière très précise avec tous les arguments juridiques qui ont été évoqués. Le modèle de la stratégie russe, si vous voulez, à l'égard de l'Ukraine, eh bien, a été calqué, et probablement que l'Ukraine a aussi un petit peu planifier sa provocation et planifier l'idée que la Russie interviendrait en Ukraine sur la base de ce qui s'était passé en Géorgie en 2008. Parce qu'on a effectivement exactement le même scénario qui s'est déroulé, et il est probable que les Ukrainiens s'en soient inspirés pour créer les conditions d'un conflit avec la Russie, et l'intervention russe en Ukraine donnait cette fois-ci le feu vert aux sanctions massives qui devaient provoquer son effondrement, comme l'avait souligné d'ailleurs Bruno Le Maire au micro d'un média français le 1er mars 2022. Donc voilà un petit peu cette situation qui me semblait important de rappeler. En ce qui concerne les troupes que les Occidentaux veulent envoyer en Ukraine, on va peut-être revenir un petit peu sur l'historique de cette idée avant d'entrer sur la question aussi de la terminologie qui est très importante. Alors, cette idée est apparue en fin février ou en février de cette année, elle avait été évoquée par Emmanuel Macron, et elle a immédiatement déclenché un tollé au sein de l'OTAN. Et de très nombreux pays ont immédiatement déclaré qu'ils ne soutenaient pas cette idée et qu'ils se désolidarisaient d'un projet qui consisterait à envoyer des troupes occidentales combattre en Ukraine. Et d'ailleurs, le chancelier allemand avait dit qu'en réalité, il y avait déjà des troupes en Ukraine, qu'il n'y avait pas besoin d'en envoyer des troupes combattantes, qu'on était déjà en train d'utiliser, ou plutôt d'envoyer des troupes pour aider les Ukrainiens à engager notamment les missiles Storm Shadow britanniques et les Scalp français. Et
cette situation a déclenché aussi la colère des Américains. Et ça a été relevé d'ailleurs par Ukrainska Pravda le 27 mars, et qui a souligné le fait que les Américains étaient furieux que Macron ait fait cette déclaration. Et les Américains ont été furieux à plusieurs titres. Tout d'abord parce que les Américains ne veulent pas que le conflit s'étende. Les Américains savent depuis décembre 2022 que le conflit en Ukraine est en fait perdu. Et ça fait depuis d'ailleurs décembre 2022 qu'ils demandent ou qu'ils essayent de pousser Zelensky à négocier. Bon, Zelensky ne veut pas négocier, ce qui fait que les Américains sont un peu dans une impasse de ce côté-là. Mais aussi ce qu'a déclenché Emmanuel Macron, qui évoquait à l'époque l'ambiguïté stratégique, eh bien en réalité, ce qu'il a créé, c'est une certitude stratégique. Parce que de ces déclarations a découlé toute une cascade de déclarations qui allait exactement à l'opposé, qui montrait que les pays occidentaux n'avaient aucune intention de s'impliquer. Donc ça allait exactement à l'inverse de ce que Macron disait. Et par ailleurs, d'ailleurs, l'OTAN est revenue sur cette question, sur la base sur la foi des Américains qui ont eux-mêmes déclaré que ce n'était pas à l'OTAN d'envoyer des troupes, mais aux Européens. Et je rappelle qu'il y a cette idée qu'on a évoquée à plusieurs reprises et qui pourrait bien être matérialisée lors du prochain sommet de l'OTAN, qui veut que les Américains essayent de se débarrasser progressivement du conflit ukrainien et de remettre la patate chaude, si vous me passez l'expression, aux alliés européens. Disons que finalement c'est une affaire européenne et non pas une affaire où les Américains doivent s'impliquer davantage. Ce qui est un peu paradoxal parce que c'est eux qui ont créé le problème. Et maintenant, voyant que ça ne fonctionne pas, ils se déchargent sur les Européens. Malgré tout, en mai, eh bien, Emmanuel Macron a remis la compresse, si vous me passez l'expression. Et très rapidement aussi, vous avez une réponse qui est venue sous la forme d'un article qu'on a vu apparaître dans le Corriere della Sera, grand quotidien italien, dans lequel on dit que au prochain sommet de l'OTAN, il y aura probablement un papier qui commence déjà maintenant à être mis à être couché sur le papier, mais qui devrait être publié officiellement lors du prochain sommet de l'OTAN, qui confirme que l'OTAN ne veut pas envoyer de troupes sur le champ de bataille pour combattre aux côtés des Ukrainiens. Donc, on voit que l'idée de Macron, elle semble avoir fait un peu long feu. Les déclarations, d'ailleurs, de la Corriere della Sera ont été, en partie, en tout cas, confirmées par Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui, lors de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN à Sofia, a déclaré que l'OTAN n'avait pas de plan pour déployer des troupes en Ukraine. Alors, c'est là aussi où les termes ont leur importance. Et je pense que là, il faut rester un peu attentif aux mots qu'on utilise. Parce qu'on a un peu entendu tout et n'importe quoi sur les médias, quels qu'ils soient d'ailleurs, les médias français. Alors, si la France, par exemple, envoie des troupes en Ukraine, eh bien, ce seront des troupes françaises, par définition, mais ce seront des troupes d'un pays de l'OTAN. Ce ne seront pas des troupes de l'OTAN. Et pour que ce soit des troupes de l'OTAN, il faudrait que ce soit des troupes qui soient sous commandement de l'OTAN, c'est-à-dire intégrées dans une structure de conduite qui soit chapeautée par l'OTAN. Or, manifestement, l'OTAN n'a pas l'intention de s'impliquer dans une opération de ce genre, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez les pays européens ont commencé à signer des traités de sécurité bilatéraux
avec l'Ukraine, et vous avez là en jaune les pays qui, au 1er juin, ont signé des accords de paix avec l'Ukraine. Alors, on ne connaît pas le contenu de tous ces traités parce que certains d'entre eux ont des éléments de confidentialité qui ne permettent pas de savoir exactement sur quoi ils portent, mais en gros, c'est effectivement l'idée qu'il s'agit d'une entraide à l'Ukraine, mais qui devient une sorte, de pis-aller par rapport à l'OTAN, puisque, comme l'a dit d'ailleurs le chancelier Scholz, ça a été rapporté ici par The Voice of Ukraine, il est peu probable que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN dans les 30 prochaines années. Par conséquent, l'idée était de donner des sortes de garanties de sécurité, une forme d'alliance atlantique qui ne dit pas son nom, avec une différence fondamentale. C'est la raison pour laquelle la différence entre pays de l'OTAN et OTAN est importante, parce que lorsqu'il s'agit d'une aide apportée de manière bilatérale par les pays de l'OTAN, eh bien, le principe de solidarité atlantique, qui est notamment matérialisé par l'article 4 et l'article 5 de la Charte de l'Alliance, eh bien, cette solidarité atlantique ne joue pas. Et pour ce qui est, par exemple, d'un engagement américain ou d'un engagement nucléaire américain, eh bien, il est de facto exclu par le simple fait que l'intervention ou l'aide qu'on apporterait à l'Ukraine se fait sur une base bilatérale et non sur une base multilatérale que serait le commandement une participation de l'OTAN ou des organes de conduite de l'OTAN. Voilà, il me semblait important de rappeler ça. Donc il y a une importance considérable à apporter aux termes utilisés. Les troupes qui ont été maintenant déployées les troupes occidentales qui ont opéré ou qui opèrent encore en Ukraine sont finalement on peut les classer en 4 grandes catégories. Il y a tout d'abord les volontaires occidentaux qui, eux, sont allés ou se sont engagés en Ukraine à titre personnel en quelque sorte. Ils sont payés par le gouvernement ukrainien, répondent à la définition plus ou moins de mercenaires. Et puis vous avez des militaires qui ont été déployés par les pays occidentaux de façon à permettre l'engagement des armes qu'ils avaient fournies. Par exemple, les canons César ou les missiles HIMARS américains, ou les canons d'ailleurs aussi les obusiers M777 ou 777 pour parler français américains, ou bien les missiles de croisière Storm Shadow et Scalp. On envoyait du personnel spécialisé afin d'aider les Ukrainiens à mettre ces matériels en œuvre, mais il ne s'agit pas de troupes à proprement parler, mais simplement de militaires qui, par petits groupes ou isolés, vont aider les Ukrainiens. Et puis, pour la France, il y a une catégorie un peu particulière de militaires. Ce sont des volontaires, en réalité, mais qui sont des anciens légionnaires mis en disponibilité, si vous voulez, pour aller combattre en Ukraine. Généralement, d'anciens Ukrainiens, enfin des gens qui avaient la nationalité ukrainienne, qui ont été mis en congé et qui ont pu ainsi aller combattre en Ukraine. Et ça explique d'ailleurs les arrestations de certains d'entre eux qui ont été arrêtés par les Russes et qui ont expliqué d'ailleurs la raison de leur engagement. Donc c'est des gens qui sont payés par la France, mais qui ne sont pas en mission par la France et qui ont simplement, à qui on a laissé la possibilité, on a fermé les yeux sur leur engagement en Ukraine. Et puis finalement, il y aurait, si ce plan doit se confirmer, il y aurait des formateurs ou des instructeurs qui seraient mis à disposition de l'Ukraine par les pays de l'OTAN, mais non pas nécessairement par l'OTAN. C'est la proposition qu'a fait récemment Emmanuel Macron d'envoyer des unités d'instructeurs. Or, est-ce que ces instructeurs auront vraiment
un impact, c'est difficile à dire parce que sur la base des expériences qu'on a faites ces 2 dernières années, on constate que les militaires ukrainiens ont été déçus de l'engagement des instructeurs occidentaux, et même dans le média ukrainien de Kyiv Independent, eh bien, des militaires ukrainiens avaient dit en réalité les instructeurs occidentaux n'ont absolument aucune idée de la nature et de la manière dont la guerre se déroule en Ukraine, et finalement leur input n'apporte rien du tout. Alors, on verra, ça c'est ce qui a été dit et ce qu'ils ont dit, ce que les militaires ukrainiens ont dit eux-mêmes dans la presse ukrainienne. Ça a d'ailleurs été répété par Zelensky. Alors, on verra ce que l'initiative d'Emmanuel Macron pourrait apporter de plus dans cette situation. Voilà pour ce qui est des forces occidentales envoyées en Ukraine. Concernant les armes occidentales qui puissent être utilisées sur le territoire russe, donc ça fait bien longtemps que des armes occidentales, pratiquement depuis le début du conflit, et des armes occidentales ont été envoyées à l'Ukraine, et l'Ukraine les engage contre les troupes russes, y compris sur le territoire évidemment occupé par les forces russes. Mais, au début mai de cette année, David Cameron, le ministre des Affaires étrangères britannique, a un peu ouvert les hostilités, si je peux dire ça comme ça, en disant que la Grande-Bretagne autoriserait l'Ukraine à utiliser les armes qu'elle avait fournies à l'intérieur du territoire russe, c'est-à-dire non pas seulement dans le territoire qui est occupé par les forces russes en Ukraine, mais sur le territoire des frontières reconnues, appelons-les comme ça, de la Russie, reconnues par l'Occident, c'est-à-dire les frontières de 2014, si on veut bien, voire 1991, si on parle de l'Ukraine, de la Crimée, pardon. Et donc, cette déclaration a été perçue comme étant une forme de provocation, et très rapidement, la Russie a réagi à cette annonce britannique. Pourquoi ? Parce que les troupes russes combattent évidemment sur le territoire ukrainien, et sur le territoire russe, eh bien, il n'y a pratiquement que des objectifs civils. Et l'usage de missiles ou de systèmes d'artillerie, etc., roquettes d'artillerie sur le territoire russe, eh bien, viserait très vraisemblablement des objectifs civils, et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, la Russie a réagi, et après l'annonce de David Cameron au début mai, l'ambassadeur britannique à Moscou a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères russe, qui a précisé que si des armes britanniques étaient engagées dans la profondeur du territoire russe, eh bien, la Russie se réservait le droit d'attaquer des objectifs britanniques où que ce soit dans le monde. Alors, c'est évidemment, ça a provoqué des réactions aussi en Grande-Bretagne, parce qu'on s'est aperçu aussi que la déclaration de David Cameron pouvait très rapidement déboucher sur des tensions, et peut-être même sur un développement du conflit qui n'était pas du tout attendu. Alors on a d'une part Reuters qui a retiré la déclaration de David Cameron très rapidement, et puis on a vu arriver dans la presse britannique des déclarations comme quoi eh bien, les objectifs sur le territoire russe, et notamment en Crimée, eh bien, n'étaient pas vraiment des objectifs militaires, et que ça ne servait pas à grand-chose de les détruire, par exemple. De fait, par exemple, ici, le pont de Crimée, ou le pont de Kertch, ça fait très longtemps qu'il n'est pas utilisé comme il était utilisé avant le conflit comme un axe stratégique pour apporter des troupes et des matériels militaires vers la Crimée. Mais depuis
les premiers jours pratiquement de l'offensive russe en Ukraine, eh bien, les forces russes envoient leur acheminement par la terre ferme et non pas par le pont de Kerch. Et le pont de Kerch n'a plus aucun rôle stratégique, si vous voulez, à ce niveau-là. Et c'était pour ça que on l'a très rapidement, dans les médias, on l'a précisé, de façon à ce que les Ukrainiens ne cherchent pas trop d'objectifs dans la profondeur du territoire russe. En Europe, et il y a eu notamment aussi des déclarations d'Emmanuel Macron qui a dit qu'on pourrait envisager des tirs sur le territoire russe. Et vous avez, typiquement, des déclarations, par exemple ici, du général Trinquant, sur Public Sénat, qui voit dans les déclarations d'Emmanuel Macron un changement radical de la situation. Alors, en fait, il n'est pas très bien informé, mais ça, c'est pas nouveau. Et en réalité, quand on regarde les déclarations des Occidentaux, on s'aperçoit que les Occidentaux sont finalement beaucoup plus prudents que ce que nous relatent nos médias et en l'occurrence nos généraux. Depuis très longtemps, les Américains ont compris que des attaques dans la profondeur du territoire russe étaient une ligne rouge pour les Russes. Les Russes n'ont jamais vraiment beaucoup défini de ligne rouge pendant ce conflit, mais il y en a une qu'ils ont maintenue depuis le début, c'est l'idée qu'une attaque dans la profondeur de leur territoire était considérée comme un acte de guerre qui trouverait réponse, si vous voulez, y compris vis-à-vis des alliés de l'Ukraine s'ils étaient impliqués. Et la justification de ceci est que pour certains missiles, et surtout lorsqu'il s'agit d'attaques dans la grande profondeur du territoire russe, eh bien, ces armes ne peuvent être engagées qu'avec l'aide de données satellitaires ou de drones stratégiques qui permettraient ainsi de guider ou de donner les éléments nécessaires au missile pour atteindre son objectif, et que par conséquent, il y aurait une implication directe des forces occidentales pour aider le missile à aller à son objectif. Mais donc les Occidentaux ont très bien compris ça, mais les déclarations qu'on a eues ces derniers temps ne concernent pas vraiment ce type d'attaque. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'a dit Joe Biden, typiquement, Joe Biden a effectivement dit que les Ukrainiens pourraient utiliser les armes américaines sur le territoire russe, mais les Américains ont fait bien attention de préciser que cette autorisation ne concernait pas les missiles ATACMS qui peuvent aller jusqu'à une profondeur de 300 km. Parce que, effectivement, dans cette situation, eh bien, on pourrait se trouver à l'intérieur des lignes rouges russes. Donc, les Américains n'ont aucune intention de franchir la ligne rouge russe, si vous voulez. Et c'est important. Pourquoi ? D'abord parce que, en réalité, malgré tout ce soi-disant changement de stratégie occidentale, on est obligé de constater que les Ukrainiens utilisent les armes occidentales contre le territoire russe depuis plus d'une année déjà. Et de fait, les attaques contre Belgorod, y compris des attaques contre des civils, se sont faites avec des armes françaises, des armes britanniques et des armes américaines en grande partie, et qu'on a retrouvé donc des restes de ces armes occidentales dans ce type d'attaque. Donc, ça fait très longtemps que les Ukrainiens attaquent des cibles civiles et des cibles sur le territoire russe. Simplement, on n'est pas dans la grande profondeur, on est dans une zone frontière, si vous voulez. Et quand on regarde d'ailleurs les déclarations d'Emmanuel Macron, et qu'on regarde la carte qu'il a notamment brandie en affirmant qu'il faudrait songer à cette possibilité, bien on s'aperçoit qu'il parle de la zone frontière de la Russie et non pas la grande profondeur de la Russie. Donc, en réalité, nos médias ont un peu surdramatisé les déclarations à la fois d'Emmanuel Macron, mais aussi des autres dirigeants occidentaux. L'usage d'armes occidentales contre la Russie
est un fait déjà reconnu et établi depuis de nombreux mois. Et la question d'attaque dans la profondeur du territoire russe, avec des armes qui peuvent agir à grande distance, eh bien ça reste toujours exclu par les Occidentaux. Jusqu'à ce jour, je n'ai vu à ce moment aucune déclaration de dirigeants occidentaux qui affirment cette idée qu'on ne toucherait pas ou qu'on resterait uniquement dans la zone frontière proche de l'Ukraine et notamment dans la région de Kharkov, puisque c'est en fait ce qui se passe actuellement. La menace, en réalité, c'est bien la question de Kharkov qui incite les Occidentaux à réagir. De fait, il faut savoir qu'on constate que l'Ukraine s'enfonce tous les jours et les Occidentaux ne savent pas vraiment comment augmenter la pression sur la Russie et comment offrir une perspective de victoire à l'Ukraine. Ils n'ont plus d'équipement à fournir à l'Ukraine. Les besoins en protection, en défense antiaérienne que les Ukrainiens ont demandé, notamment sous la forme de systèmes patriotes. Zelensky avait articulé le chiffre de 25 systèmes d'armes patriotes, qui représentent des centaines de missiles. Aucun pays occidental n'est en mesure de lui fournir ça. Et même aujourd'hui, les pays occidentaux n'ont plus envie de dégarnir leur propre capacité de défense antiaérienne pour l'Ukraine. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont un peu acculés et qu'ils n'ont plus la possibilité de répondre aux besoins des Ukrainiens. Et par ailleurs, il faut voir que du côté des Américains, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Américains ont très bien compris que le conflit est perdu, qu'ils sont actuellement en train de faire une sorte de combat d'arrière-garde. Le problème étant que pour les Américains, ils sont en année électorale, et puis ils n'ont aucune intention d'avancer dans la campagne électorale avec un échec qui devient de plus en plus gros. Et par conséquent, on a cette idée qui avait été évoquée par quelques médias américains, qui a été reprise d'ailleurs par les médias ukrainiens comme The New Voice of Ukraine. Eh bien, l'idée, c'est que maintenant, les Américains essayent un peu de traiter le conflit ukrainien de manière un peu plus discrète et en mode silencieux, si vous voulez. Ils ne veulent pas abandonner l'Ukraine, parce que ça, ils ne peuvent pas le faire, ou ils ne veulent pas le faire d'ailleurs, mais ils veulent continuer à aider l'Ukraine en mode silencieux, de façon à ce que le jour où un échec patent éclatera, eh bien, il ne soit pas tout à fait aux premières loges. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les Américains voudraient apparemment passer le bébé aux Européens, disant que maintenant c'est une affaire des Européens. Donc voilà cette situation. Donc il y a de la part des Américains plutôt une volonté, non pas de calmer le jeu, parce que ce n'est pas vraiment leur but, mais de rendre le jeu moins visible, plus silencieux, d'une façon à ce que l'échec ne les touche pas trop. Voilà, c'est un peu ça leur posture actuellement. Quant au quatrième point, qui est l'engagement de drones pour s'attaquer à des radars ou des éléments du système de défense antimissile ou du système d'alerte lointaine russe, le système Voronezh, qui est déployé tout autour de la Russie et qui a été attaqué en 2 points, en tout cas un, et puis une tentative sur l'autre, apparemment. Donc le premier point, c'est la station d'Armavir, qui est un système Voronezh de type DM. C'était le 24 mai de cette année. Et puis, il semblerait qu'il y ait eu une attaque contre un système, le système Voronezh M, situé à Orsk, dans l'oblast d'Orenbourg, 2 jours plus tard. Dans ce deuxième cas, on ne sait pas exactement, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit la station de radar qui a été visée. Il se pourrait aussi que ce soit une raffinerie qui était
qui n'était pas très loin. Mais comme le drone qui devait l'attaquer est arrivé à 30 km de l'objectif, on n'est pas tout à fait sûr si c'était effectivement l'objectif qui était visé. Néanmoins, c'est une évolution quand même un peu inquiétante de la situation. Alors, si on regarde sur la carte ce que ça représente, donc les points jaunes représentent les différents éléments du système d'alerte lointaine Voronezh, et puis on a les deux objectifs qui ont été visés, c'est-à-dire Armavir dans le district ou le rayon, l'arrondissement de Krasnodar, à proximité de la mer Noire d'ailleurs et à proximité de l'Ukraine. Et c'est un système qui surveille à la fois le sud de l'Europe et pratiquement le Moyen-Orient. Et puis le système Voronezh M, qui est situé à Orsk, lui est essentiellement dirigé à la fois en direction de la Chine et couvre tout le Moyen-Orient, y compris l'Iran. Alors, pourquoi ces systèmes ont été ou auraient été visés, on ne sait pas exactement. Le système Voronezh DM à Armavir peut se concevoir assez bien parce que c'est un système qui est proche de l'Ukraine, qui pourrait viser des missiles qui seraient tirés depuis la Méditerranée, par exemple, en direction de la Russie, donc des missiles qui seraient tirés par des pays occidentaux, par exemple. L'autre système de détection lointaine ou d'alerte lointaine s'explique un peu plus difficilement. Est-ce qu'il s'agirait d'une manière parce que ce que peut voir le système de Orsk, c'est aussi les menaces contre l'Iran, par exemple. On pourrait imaginer que, effectivement, ces radars pas comme fonction, mais accessoirement, pourrait constituer un système qui permettrait d'alerter l'Iran en cas d'attaque, par exemple, de la part d'Israël. Mais est-ce que c'est lié à ça? Vraiment, là, on est dans le domaine des suppositions. Toujours est-il qu'il y a eu une attaque sur ces deux sites. Alors, on a évoqué l'idée que ces sites avaient été menés par des drones qui auraient parcouru jusqu'à 1800 km en territoire russe. Alors, si on regarde, on ne connaît pas la nature ou le type à ce jour, peut-être que ça viendra, mais à ce jour, on ne connaît pas le type du drone qui a attaqué le site à Orsk, qui est le plus éloigné de l'Ukraine. Mais concernant le site d'Armavir, on sait qu'il s'agit d'un drone de type Tekever AR-3 dont le rayon d'action est de 100 km. Autrement dit, ce n'est pas un drone qui est venu depuis l'Ukraine jusque-là, mais c'est vraisemblablement, selon les analystes, il s'agirait plutôt d'un drone qui a été amené sur place et mis en œuvre par des forces spéciales ou des services spéciaux ukrainiens ou équivalents à proximité de ces stations radars. Parce que ce système Tekever est un système qui peut être, transporté de manière par module, réassemblé à proximité de l'objectif, et c'est un appareil en plus qui peut décoller verticalement, et ce qui permet donc de l'engager assez facilement à proximité de l'objectif. Mais il ne semble pas que ces objectifs aient été dirigés depuis l'Ukraine. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que si des drones avaient pu se diriger, alors ça dépend encore du mode de pilotage et le système de guidage qui est utilisé, mais si des drones peuvent aller sur des distances aussi grandes, c'est on pourrait supposer qu'il y a une assistance de guidage fournie par des pays occidentaux, notamment au moyen de satellites, ou avec d'autres drones volant à très très haute altitude et qui permettraient de fournir des données de vol pour ces drones.
Alors, pour ce qui est du Tekever qu'on a trouvé à Armavir, il ne semble pas que ce soit le cas. Le fait d'avoir des agents déployés à proximité de l'objectif permettrait d'expliquer assez bien ce qui s'est passé et donc d'exclure que les Occidentaux soient impliqués dans cette tentative d'attaque. Concernant l'autre, le site de Orsk, de nouveau, on n'en sait pas beaucoup à ce stade, mais il est probable qu'on ait un peu la même situation, c'est-à-dire que le drone a été amené à proximité par des forces spéciales. Je rappelle que tout ça n'est pas si exotique que ça, dans la mesure où on avait déjà eu des attentats menés en Russie par des agents ukrainiens, ou des forces spéciales, ou des agents des services spéciaux. Enfin, on peut leur donner la dénomination qu'on peut imaginer, parce qu'on ne sait pas exactement de qui il s'agit, mais on sait, il y a eu des attaques, par exemple, sur le Kremlin, effectivement, il y a une année et demie. Par conséquent, on pourrait très bien avoir des détachements spéciaux comme ça, qui mettent en œuvre ce type de drone, sans qu'il y ait nécessairement une intervention occidentale pour aider au guidage et au pilotage de ces engins. Donc voilà où on en est à ce stade, mais je pense qu'il ne faut pas trop fantasmer sur ces engagements et pas trop surtout penser que les Occidentaux cherchent à tout prix à intervenir dans ce conflit, parce que je pense que et d'ailleurs quand on voit les réactions américaines à l'attaque, à cette attaque ukrainienne sur les sites de radar, on s'aperçoit que les Américains ne soutiennent pas ce genre d'action. Et au contraire, les Américains ont été, et ça a été, donc le Washington Post en a parlé, Ukrainska Pravda, donc la presse ukrainienne a également fait part du mécontentement des autorités américaines sur ce type d'engagement, parce que les Américains ne veulent pas être finalement poussés dans un conflit dans lequel ils ne veulent pas participer, et au contraire, c'est un conflit duquel ils voudraient s'extraire, parce que ça pose aujourd'hui plus de questions qu'autre chose. Les Américains n'ont aucune intention de s'impliquer davantage dans ce conflit. Et c'est d'ailleurs également ce que dit le Financial Times, qui montre que les tensions entre l'Ukraine et les États-Unis s'accroissent, et que les États-Unis ne veulent pas intervenir ou utiliser, si vous voulez, les capacités de l'OTAN pour intervenir, préféraient avoir des accords bilatéraux, un petit peu comme les autres pays, pour pouvoir aider l'Ukraine, mais les Américains ne veulent pas un mécanisme qui les pousserait automatiquement, si vous voulez, dans un conflit avec l'Ukraine. Donc, on remarque que toutes ces déclarations et tout ce qu'on trouve dans la presse à la fois ukrainienne et américaine n'est pas vraiment reflété dans la presse française, qui, à mon sens, essaye un petit peu de faire monter la mayonnaise, alors qu'il n'y a pas vraiment lieu. Les Américains aujourd'hui, même s'ils sont effectivement ceux qui ont mis le feu aux poudres et qui ont créé les conditions pour que le conflit explose en février 2022, eh bien, aujourd'hui, les Américains préféreraient voir ce conflit un peu s'éteindre de lui-même et disparaître des radars. Aujourd'hui, les Américains, et notamment l'administration Biden, capitalisent un peu davantage sur le conflit en Chine, qui semble être plus porteur et qui du point de vue des Américains, en tout cas, n'est pas entaché de l'idée d'échec qui aujourd'hui entoure le conflit ukrainien. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, de la manière de comprendre une crise découle la manière de la résoudre, et c'est la raison pour laquelle il me semblait important aujourd'hui de revenir sur ces faits pour essayer de nuancer un petit peu les propos qu'on voit dans les médias, de part et d'autre, comme je l'ai dit, à la fois de ceux qui sont pour les uns, contre les autres, ou contre les autres et pour les uns. Donc, il faut raison garder, il faut regarder la tête froide et analyser les choses telles qu'elles ont été dites et pas en rajouter. Actuellement, il y a de la part des pays, enfin des États-Unis en tout cas, qui sont
le grand ordonnateur, si je peux dire, de ce conflit, de leur part, on ne sent pas l'idée de vouloir aller plus avant dans ce conflit. Et c'est à eux, je pense, de calmer un petit peu les ardeurs des Européens qui, eux, sont pris dans des crises économiques et qui probablement les poussent à une forme de fuite en avant dans le conflit ukrainien, tel qu'on le voit typiquement avec Emmanuel Macron, ou bien en Allemagne également, où on a des personnages comme Annalena Baerbock, qui pourraient être tentés d'aller un peu au-delà de ce qu'ils voulaient faire, tout simplement parce qu'ils sentent que sur le plan intérieur, ils perdent pied. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile et puis j'aurai l'occasion de revenir sur d'autres points plus tard et je vous remercie. Au revoir.